Le prochain présentateur, M. Léven Castillo-Guimond, est chercheur en géomatique au Centre de géomatique du Québec. Il est titulaire d'un bac en géologie, d'une maîtrise en sciences de la Terre axée sur la volcanologie physique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Par la suite, il exerce sa profession comme géologue sur des projets d'exploration minérale au Canada et à l'international, avant d'obtenir une seconde maîtrise en sciences géographiques de l'Université de Sherbrooke. Il est au Centre de géomatique du Québec depuis 2017. Il a travaillé sur plus d'une quinzaine de projets de recherche en télédétection passive et active. Donc, sa présentation aujourd'hui se veut une revue et comparaison de différentes méthodes de surveillance par télédétection de structures naturelles et artificielles de matériaux meubles. Donc, la parole est à vous, M. Castillo. Merci beaucoup, M. Babineau. Je vais partager mon écran. Alors ici, donc c'est ça, une revue et comparaison là, des différentes méthodes de surveillance par télédétection de structures naturelles et artificielles de matériaux meubles. Donc, un plan de ma présentation, je vais commencer par faire un petit mot sur qu'est-ce que le Centre de géomatique du Québec, parler un peu du partenaire, son besoin dans le projet. Ensuite de ça, la veille technologique qu'on a faite là, pour ce projet-là, que c'est vraiment le cœur de la présentation aujourd'hui, les techniques par lidar, interférométrie radar, photogrammétrie, imagerie thermique, les différentes comparaisons là, selon les paramètres là, des résolutions différentes, la qualité en fonction du temps nécessaire, les ressources, la rapidité d'implantation des différentes méthodes, le potentiel d'automatisation de chacune, le stockage et la maintenance nécessaire, puis je vais terminer avec quelques recommandations et une conclusion. Donc, le Centre de géomatique du Québec, c'est un centre collégial de transfert technologique associé au Cégep de Chicoutimi. Le centre est également basé à Chicoutimi. Sa mission est de favoriser le développement et l'innovation des organisations et des entreprises par des activités de recherche et de transfert en géomatique. Il a la vision d'être le chef de file en recherche et transfert des technologies géomatiques innovantes. Donc, le partenaire dans ce projet-là, c'était Ariane Phosphate. C'est une compagnie minière basée à Chicoutimi. Qui souhaite développer son projet minier Lacapole. Comme on peut voir sur la carte ici, un projet minier situé à environ 200 km au nord de Chicoutimi, au nord du réservoir Pimouacan. C'est un gisement qui est riche en apatite, donc en phosphate. Puis il cherche ça va être une exploitation d'environ 25 ans. Puis la gestion des résidus miniers se feront sur le site, là, comme dans la plupart des projets miniers. Le besoin dans le fond, d'Ariane Phosphate, dans ce projet-là, c'était, en fait, les parcs à résidus, c'est un bassin ceinturé de digues sur lequel il faut mettre en place un programme de suivi pour s'assurer de l'intégrité des digues. Donc, on parle d'inspection d'infrastructure. En ce moment, c'est fait avec des observations régulières, puis aussi en utilisant des outils géotechniques et hydrologiques, là, des inclinomètres, des piézomètres. Donc, un des objectifs du projet, c'était de faire un état des lieux sur les différentes méthodes de télédétection pour faire la surveillance de telles structures, puis de dresser une liste des avantages et contraintes de chacune. Puis après ça, on devait proposer des solutions là, pour permettre une surveillance en continu qui viendrait s'ajouter aux méthodes d'inspection actuelles et non les remplacer. En faisant la veille technologique, on s'est rendu compte que les méthodes directement liées aux digues étaient peu nombreuses, surtout pour les parcs à résidus. Donc, on a élargi les recherches pour toutes les structures en matériaux meubles. Là, on parle de digues et barrages, des zones de glissement de terrain, des remblais naturels. Un peu comme on voit là, sur les images ici, une zone de glissement de terrain ou une petite digue de bassin dans les différentes études qu'on a vues. Puis, avec les méthodes de suivi par télédétection, ça permettait d'avoir des meilleures résolutions temporelles, spatiales, une meilleure précision puis de la sensibilité de détection d'un mouvement, puis de la surveillance en continu et globale là, des structures. Donc, la veille technologique, les choix des méthodes. Pour le projet, on en a évalué plusieurs. J'en ai gardé 7 pour cette présentation-là. Au niveau de la télédétection active, on a les méthodes par lidar, le balayage laser terrestre, là, les TLS. Puis après ça, le lidar mobile, là, que ce soit sur véhicules terrestres ou par drone. On a aussi l'interférométrie radar au niveau terrestre et satellitaire. Je ne présenterai pas le lidar aéroporté par avion
parce que on ferait appel à des consultants pour ça. C'était pas le but du projet. Excusez-moi. Au niveau de télédétection passive, j'ai regardé les méthodes par photogrammétrie, donc terrestre si on a des appareils photo fixes ou mobiles, ou sur un véhicule terrestre dans le fond, ou par drone. Puis l'imagerie thermique, même chose là, sur un terrestre au niveau fixe de plusieurs caméras ou sur un véhicule mobile terrestre. Ça dédoublerait si on parlait du drone. Puis j'ai laissé tomber l'imagerie satellitaire rouge, vert, bleu parce que c'est plus un suivi qualitatif. Donc, le LIDAR, LIDAR, ça veut dire Light Detection and Ranging. C'est une mesure de distance par laser. Dans le fond, l'appareil prend, c'est des nuages de points avec une très haute densité de points sur lesquels on peut faire des mesures. Puis après ça, ça prend plusieurs... il faut assembler plusieurs nuages pour pouvoir reconstruire une structure dans son intégralité. Comme on peut voir ici sur l'image, la structure... ça a pris au-dessus de 9 scans pour pouvoir reconstruire un petit monticule comme ça de matériel. C'est des appareils qui sont sensibles à la météo, pas seulement le drone, mais les lidars également. Au niveau des TLS, sont sensibles aux occlusions. On ne peut pas voir toute la structure supérieure à partir du sol. Il faut vraiment se rendre sur la structure, faire une intervention physique là, pour pouvoir prendre d'autres scans pour voir le tout. Au niveau de l'interférométrie radar, ça, c'est une mesure du signal rétrodiffusé. Dans le fond, plusieurs passages de satellites permettent de multiples sondages. Ça recrée un modèle numérique de terrain. Comme on peut voir sur l'image, s'il y a un mouvement au sol, la phase que le satellite va recevoir de son signal va être changée. Donc, on va pouvoir détecter un mouvement de cette façon-là. Le niveau de sensibilité de la technique dépend de la longueur d'onde qu'on utilise. Plus la longueur d'onde est courte, qu'on parle de radar en bande X, ça va être plus sensible que les radars en bande L qui vont être moins sensibles à la végétation de leur côté. Au niveau satellitaire, c'est sûr, on a une couverture qui est très large. Même si on a une couverture nuageuse, le signal traverse quand même. Au niveau terrestre, on est plus sensible aux obstructions, à la poussière, les intempéries. On a un exemple ici d'un radar terrestre. Puis ça prend des points de contrôle au sol, là, un peu comme on a l'image ici là, des réflecteurs en coin pour pouvoir bien détecter des mouvements. Au niveau de la photogrammétrie, c'est de la reconstitution 3D à partir d'images en 2D. Donc, ça prend, comme on peut voir sur l'image, plusieurs points de vue différents ou en mouvement pour pouvoir faire une reconstruction avec des images qui se recouvrent. Pour avoir une donnée qui se tient spatialement, mais ça prend une position de cible pour pouvoir avoir un 3D fixe, puis prendre des mesures. Par contre, quand on passe des images en 2D à des images en 3D, on a une perte de résolution d'environ de 3 à 5 fois. Donc, on tombe avec une résolution un peu plus grossière de notre XYZ. On est capable de faire une mesure de distance, mais c'est une méthode qui est très sensible à la végétation, qui peut masquer les scènes. Puis, au niveau terrestre, on est sensible aux occlusions, comme on peut voir sur l'image ici, les différents paliers. Les paliers ne sont pas visibles à partir des caméras situées dans le fond d'une fosse, par exemple. L'imagerie thermique, son nom le dit, c'est on mesure des températures. Donc, c'est très pratique quand on a de l'eau dans la structure. Si on voit une anomalie, comme on peut voir ici sur l'image, une anomalie un peu plus froide, c'est probablement indicateur d'un problème interne, qu'on peut parler de suintement ou d'érosion dans une digue. Puis, cette technique-là utilise le contraste dans le fond des images. Si on a une anomalie positive, elle est plus visible la nuit quand la structure est plus froide. Une anomalie négative est plus visible le jour. Une anomalie froide sur une structure chaude. Puis, même principe, un peu que la photogrammétrie, ça prend plusieurs caméras ou une caméra mobile pour faire un mosaïquage là, sans nécessairement rentrer dans tous les traitements photogrammétriques. Donc, les éléments à considérer là, en comparant les différentes méthodes. Donc, au niveau des résolutions spatiales et temporelles, l'interférométrie radar satellitaire est vouée au temps de repassage des satellites. Donc, c'est pour ça qu'on a une moins bonne résolution temporelle. La résolution spatiale est très grossière également, comme on peut voir sur l'image. En contrepartie, le TLS a une très haute résolution spatiale, mais une résolution temporelle aussi très grossière parce que ça prend beaucoup de temps de faire le relevé sur les structures.
C'est un peu mieux au niveau du lidar mobile, c'est plus rapide. La photogrammétrie a sensiblement le même principe. Par contre, ces 3 méthodes-là sont régies par la météo. Ça prend une belle météo pour pouvoir faire les relevés. Un peu moins régie par la météo, on a l'imagerie thermique qui est un peu plus grossière, mais les images sont moins pesantes, de moins haute résolution, donc c'est plus facile à traiter, c'est plus rapide. Donc, on a une résolution temporelle qui est meilleure. L'interférométrie terrestre, c'est vraiment voir s'il y a eu un mouvement ou non. Donc, on n'a pas vraiment de résolution spatiale, puis le traitement est pratiquement en continu. Donc, la qualité de détection du mouvement XYZ par rapport au temps de traitement, comme on peut voir, là, la photogrammétrie, on a une détection relativement grossière là, de quelques centimètres, là, voire un décimètre pour un temps de traitement relativement long. Le lidar est plus long à traiter, mais on est capable d'aller chercher une détection de mouvement là, beaucoup plus fine, pratiquement au centimètre, même peut-être moins là, dans le cas des TLS. L'interférométrie radar, on a une détection très fine d'un mouvement. On est capable d'aller au niveau millimétrique. Pour le radar, du côté satellitaire, on parle d'un mouvement en Z uniquement. Le mouvement XY n'est pas vraiment visible. Puis l'imagerie thermique, on ne regarde pas un mouvement. Donc, ça ne rentre pas sur le graphique. Au niveau des ressources nécessaires, est-ce qu'il y a besoin d'une grande intervention humaine dans l'acquisition et les traitements? Puis, c'est quoi les ressources informatiques? C'est sûr que l'imagerie thermique, une fois les systèmes mis en place, on n'a pas besoin de beaucoup d'intervention humaine. Les données sont moins lourdes à traiter. Donc, c'est la méthode qui a besoin de moins de ressources informatiques. Plus on va vers la photogrammétrie, l'interférométrie terrestre. L'interférométrie terrestre, l'équipement est sur le terrain. Ça a besoin de calculer rapidement, mais ça va quand même bien au niveau de l'intervention humaine. Photogrammétrie, un peu plus d'intervention, positionnement de cible, intervention lors des traitements. LIDAR, puis interférométrie satellitaire, même principe. Interférométrie satellitaire, on a besoin d'intervenir beaucoup pendant le traitement pour relever les ambiguïtés. Puis le TLS, l'intervention sur le terrain, fait en sorte que c'est très, très demandant au niveau ressources humaines. La rapidité d'implantation, c'est sûr que l'interférométrie satellitaire, si on a l'expertise à l'interne, on a seulement besoin d'acquérir les données. Donc, c'est très rapide. Sinon, on peut faire appel à des firmes de consultation pour ça. Sinon, là, on tombe avec seulement les achats de capteurs. L'interférométrie terrestre est également très rapide. TLS, un peu moins. Ça prend de la formation, mais c'est uniquement les capteurs. Puis après ça, on fait les relever directement sur le terrain. Au niveau lidar mobile, photogrammétrie par drone, c'est similaire. Il y a des drones qui viennent directement avec des caméras ou des lidars qu'on peut acheter, commencer à prendre des données relativement rapidement. Puis ensuite de ça, on a la photogrammétrie terrestre, puis l'imagerie thermique, qu'il faut monter les infrastructures. Est-ce qu'on a des caméras fixes? Est-ce qu'il faut les monter sur des plateformes mobiles, des choses comme ça? Donc, c'est un peu moins rapide au niveau de l'implantation. Le potentiel d'automatisation, au niveau du TLS, ça prend une intervention physique, donc c'est impossible. Photogrammétrie par drone, lidar mobile, on n'est pas encore rendu aux drones totalement automatisés qui peuvent partir d'eux-mêmes à une heure définie pour aller prendre leurs données. Donc, on n'est pas encore rendu là pour l'automatisation. L'interférométrie satellitaire, on acquiert les données si on a une chaîne de traitement, des choses comme ça, ou si c'est un fournisseur qui nous donne les données, on a un potentiel plus grand. Photogrammétrie terrestre, puis l'imagerie thermique, encore une fois que toute la structure est montée, et la chaîne de traitement est montée également, l'automatisation peut s'appliquer. Puis l'interférométrie terrestre, c'est la détection de mouvement, oui ou non. Là, ça, c'est plus rapide de beaucoup. Au niveau stockage et maintenance, c'est sûr que tout dépendant de quelles données on veut conserver, de quels résultats, est-ce qu'on garde les données brutes. D'une manière ou d'une autre, les TLS vont probablement produire les données les plus lourdes à conserver, suivies très rapidement par le lidar mobile et les techniques par photogrammétrie. Ensuite de ça, l'imagerie thermique est moins demandante au niveau mémoire. Même chose pour l'interférométrie satellitaire. L'interférométrie terrestre, on ne garde pratiquement rien. Au niveau de la fréquence de maintenance, est-ce qu'on a beaucoup de downtime pour
faire de la maintenance sur les appareils, mais le lidar mobile a besoin de calibration. La plateforme aussi peut avoir besoin de maintenance. Même chose pour la photogrammétrie par drone. Donc, c'est plus difficile à ce niveau-là. TLS, de la maintenance sur l'appareil pour être sûr de la calibration. Interférométrie terrestre, est-ce que l'appareil est protégé des intempéries, de la poussière, des choses comme ça. Ça va avoir besoin également de maintenance. Au niveau photogrammétrie terrestre, imagerie thermique, un peu moins. Quand même, les caméras devront avoir une certaine maintenance quand même. Interférométrie satellitaire ne s'applique pas pour ça. Donc, une fois qu'on a vu quelle méthode nous convient, il faut également voir les paramètres environnementaux. La nature de la structure. Est-ce qu'on a une structure qui est naturelle, comme on peut voir sur l'image ici, d'un ruisseau raviné, avec une composition qui est très variable, différents niveaux de pente, de direction. Dans ce cas-là, probablement privilégier des méthodes par lidar ou l'interférométrie. C'est probablement ce qu'il y a de mieux. Contrairement aux structures un peu plus artificielles où la variabilité est beaucoup plus faible, ça nous permet d'utiliser plus facilement des techniques comme l'imagerie thermique ou la photogrammétrie. Au niveau de l'accessibilité, quand le terrain est facilement accessible, on peut utiliser n'importe quelle méthode. Toutes les méthodes sont disponibles. Quand c'est plus difficile, on va privilégier évidemment les méthodes par drone ou l'interférométrie satellitaire. Le couvert de végétation peut également jouer pour beaucoup. Comme on peut voir ici là, sur le glissement de terrain en dessous d'une couverture de forêt. Donc, des méthodes par lidar qui peuvent traverser la végétation ou de l'interférométrie à longue longueur d'onde, comme la bandelle, pour pouvoir traverser la végétation est plus applicable. S'il n'y a pas de végétation, toutes les méthodes sont disponibles. Au niveau de la dimension puis de la fréquence du suivi sur la dimension des structures, si on a des petites structures et qu'on a un suivi périodique, n'importe quelle méthode peut être applicable. Même l'interférométrie satellitaire ne sera pas utilisable sur des très petites structures. Lorsqu'on augmente un peu la fréquence du suivi puis la dimension des structures, toutes les méthodes sont possibles, sauf le TLS qui pourrait demander beaucoup trop de temps pour le suivi. Alors que si on a une fréquence de suivi de périodique à haute, pour des très grandes structures, l'interférométrie satellitaire est probablement tout désigné. Ici, on a une image des différentes digues aux Pays-Bas, voir le mouvement en Z, la déformation en Z par année sur toutes les digues. Donc, ça, l'interférométrie satellitaire a été utilisée dans ce cas-là. Puis, si on veut de l'équipement, de la surveillance en continu, ça prend des équipements fixes. Ou toute infrastructure, que ce soit des routes ou des choses comme ça, pour surveiller les structures. Mais on peut utiliser de l'interférométrie terrestre, de l'imagerie thermique, la photogrammétrie terrestre, pour faire une surveillance en continu ou en quasi-continu. Puis, en continu sur de très grandes structures, là, on est un peu plus dans le royaume du impossible. Donc, en conclusion, comme on l'a vu, il n'y a aucune méthode qui répond à tous les besoins. C'est très important de se poser les bonnes questions en amont parce qu'il y a beaucoup de paramètres environnementaux à considérer avant même de savoir quel résultat on veut. Ensuite de ça, la multiplication des méthodes, plusieurs méthodes différentes peuvent permettre à répondre à un besoin alors qu'une seule peut-être pas. Puis pour faire un suivi, ça prend des données initiales de qualité, évidemment, que ce soit au niveau des températures ou du mouvement XYZ. Donc, j'aimerais remercier Raphaël Godreau et Stéphanie Lavard d'Ariane Phosphate pour leur participation au projet, mon collègue Yannick Duguay qui m'a aidé également, puis le CRSNG qui a financé le projet dans lequel on a fait cette veille technologique-là. Merci beaucoup.